Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université à Laval. Bienvenue à notre enquête, à votre enquête sur la recherche en intelligence artificielle. J'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, on vous a réservé un sujet passionnant, très certainement, pour moi, pour vous, de la recherche en intelligence artificielle, mais on va aussi parler de cinéma et de cinéma de science-fiction. Je sais que c'est un thème que plusieurs d'entre vous aimaient beaucoup. Vous avez probablement vu et revu 2001 Odyssée de l'espace, Blade Runner, Terminator 2. Vous avez peut-être vu plus récemment les films comme Her et Ex Machina. Donc, c'est ce genre de film, on va discuter de tout ça aujourd'hui. Puisque dans cet épisode, je vous propose de prendre un café avec un jeune doctorant pour parler de recherche en intelligence artificielle, des liens entre science-fiction et intelligence artificielle. Et ce jeune doctorant a publié un mémoire, donc c'est en 2021, et le mémoire est intitulé Intelligence artificielle, du mythe de la créature artificielle à son actualisation contemporaine. Ça semble un peu dense tout ça, mais vous allez voir on va simplifier tout ça avec vous. Donc, Vincent Clément est avec nous aujourd'hui. Bonjour Vincent. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir ici avec toi. Là, je suis très content d'être ici et pouvoir parler de tout ça. Vraiment C'est toujours... content, Vincent, de te voir avec nous. On a essayé, ça faisait quelques fois, là, on essayait de se rejoindre. Je voulais t'avoir dans mon bureau ici, là, puis dans mon studio. Puis finalement, ça va se faire à distance aujourd'hui, là. C'est ça, malheureusement. Ouais. J'aurais beaucoup voulu venir, mais bon, écoute, c'est la vie. Ce n'est que partie remise. Tu l'auras Exactement. ton voyage à Québec. On te fera visiter la ville en Exactement. calèche s'il le faut. Donc, bienvenue à IA Café. Merci Merci, d'avoir accepté de participer à notre enquête sur la recherche en intelligence avec artificielle. plaisir. Tu es au doctorat. Donc, c'est quoi ton sujet de doctorat? Tu travailles sur quoi? Oui, oui, je suis au doctorat. Bah, au stade où j'en suis, c'est encore un peu difficile de parler d'exactement mon sujet de recherche. Mais je peux déjà dire qu'il y a une continuité déjà avec mon mémoire et Ah oui? effectivement la recherche que j'ai faite sur les représentations de l'intelligence artificielle. C'est qu'encore une fois, enfin, je m'intéresse à la technique, mais cette fois-ci, pas dans les représentations, mais je vais essayer de vraiment essayer de comprendre la technique, surtout les médias numériques, essayer de comprendre un petit peu comment ils agissent, en fait, comment ils nous font agir aussi, et essayer de comprendre vraiment les mécanismes internes aux médias numériques pour essayer de comprendre en fait exactement quel genre d'agencement en fait ils permettent dans la société. Donc, je m'écarte un petit peu de ce que j'ai fait dans le mémoire avec l'intelligence artificielle, mais je reste quand même dans toutes ces réflexions autour de la technique, parce que c'est ce qui me passionne en fait Mhm. depuis le début. Et il y a encore ce type en fait qu'on voit un petit peu dans mon mémoire, parce que je parle beaucoup aussi du mythe comme un dispositif aussi, un certain rapport justement avec le contenu qu'il raconte. Et donc, il y a encore ce rapport de vérité, en fait, ce rapport de véridiction que peut apporter le mythe, et le rapport de véridiction peut aussi apporter un média. Donc, c'est un peu tout ça que j'essaie d'articuler. Le mythe, on va y revenir Hmm. un peu plus tard. T'en es où dans ton doctorat, justement? Tu disais que c'était pas encore défini. Milieu? As-tu Bah pour... des examens qui ont été faits? Ouais, bah là, je viens de passer mon examen doctoral, donc l'écrit qui a duré 2, 3 mois, puis l'oral. Donc maintenant, voilà, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais avoir le forum, et puis après, on va commencer à vraiment articuler tout ça, essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, essayer de se trouver un peu là-dedans, là. C'est toute qu'une Hmm. aventure, un doctorat. Tu fais ça avec qui? Mon directeur de recherche, c'est Thierry Oui. Bardini. Ouais, c'est Comment? J'ai pas compris. Thierry Bardini. Bardini, ben oui. Oui, c'est ça, à l'Université de Montréal. Et j'étais avec lui aussi pendant le mémoire. Et bah, je pouvais pas rêver mieux. C'est un directeur Bon, de recherche. super important pour un doctorat, on le rappellera jamais assez, C'est là, de ça. bien s'entendre avec son directeur de thèse, là. Ça part d'abord par cette relation-là, là, puis après ça, ça devrait bien aller. Si t'es bien accompagné, bien C'est formé. ça. Bah, ce qu'on m'a toujours dit, c'est pour ça que je me sens vraiment chanceux. Donc, je suis Ben, très il le content. faut, puis il faut Mm. prendre le temps justement de se choisir un bon directeur de thèse. Écoute, j'aimerais revenir sur ton mémoire, puisque je l'ai lu. J'ai pas encore lu ta thèse, ça viendra, c'est sûr. Mais j'ai lu ton mémoire. Donc, le mémoire, je le rappelle, il est intitulé Intelligence artificielle, ça va de soi. Mm. Et le sous-titre Du mythe de la créature artificielle, donc on va parler des mythes, à son actualisation contemporaine. Donc, comment, j'imagine, là, dans le titre, c'est comme ça que je le comprends, là, comment
les mythes en matière de créatures artificielles, comment c'est actualisé dans le cinéma contemporain, cinéma de science-fiction. Donc, j'aimerais aborder les principaux thèmes que tu as abordés dans ton mémoire. Peut-être retournons à l'origine de ton mémoire. Pourquoi tu as choisi ce thème-là de l'intelligence artificielle, la science-fiction? Oui, bah d'abord, bien sûr, en tant que spectateur, c'est que depuis toujours, hein, depuis aussi loin que je puisse me rappeler, j'ai toujours adoré la science-fiction et particulièrement les films qui traitent de l'intelligence artificielle. Parce que ça nous permet de faire comme un bond dans le futur, ça nous permet justement de matérialiser, bah, Oui, on en parlera un peu plus tard, mais de matérialiser justement des formes de l'imaginaire qu'on pourrait peut-être pas expérimenter autrement justement qu'avec le cinéma et surtout avec les effets numériques. Et ça permet vraiment de plonger dans un monde autre et peut-être futur. Et c'est tout ce rapport-là, en tout cas, qui m'a toujours plu. Et dans ma recherche, c'est d'abord bah, l'écart justement qu'il y avait entre les intelligences artificielles fortes, comme on les appelle, donc qu'on pourrait dire conscientes, qu'on voit dans les films, et le stade en fait de la réalité, de la recherche en intelligence artificielle, donc de voir cet écart-là en fait, pourquoi il y avait un écart. Et très rapidement, bah, il y a la question de la promesse en fait qui est venue pour articuler en fait ces deux hmm, pans de la réalité sociale en fait, parce que l'imaginaire joue une place très oui. importante dans la réalité, dans l'actualisation de cette réalité, dans le futur qu'on va emprunter en tant que société. Et donc, c'est ça, c'est toute cette articulation. Et puis, le mythe est venu très rapidement, en fait. Plus je lisais, plus je voyais que c'est pas nouveau, en fait. C'est pas quelque chose de nouveau, en fait, ce traitement-là d'une créature consciente, d'une créature que l'homme aurait construite par lui-même. C'est pas nouveau. Tu disais que je lisais dans ton mémoire qu'il y avait des anciens mythes. Peux-tu nous en nommer Ouais, quelques-uns, là, des anciens mythes? Là? Ça fait longtemps qu'on caresse ouais. cette idée-là de construire là, les anciens mythes. Tu penses à quoi, là? Bah, bien sûr, il y a les mythes de l'Antiquité, bien sûr. Il y a Pygmalion et Galatée. Donc, c'est l'histoire de Pygmalion, un sculpteur qui construit une statue de femme auquel il tombe amoureux. En fait, il tombe amoureux de cette statue. Et Aphrodite, en fait, donne vie à la statue, justement pour qu'il puisse euh, entrer dans cette relation, parce que c'est dur de Ah, rentrer dans une relation avec. j'ai vu, je t'ai vu hésiter, là. Je me dis, qu'est-ce qu'il va nous Ouais, dire? non, c'est ça. Enfin, voilà, donc pour cette relation. Et il y a aussi, bien sûr, Prométhée et Épiméthée, donc les titans, qui étaient Oui. chargés, en fait, de donner des dons, des talents, en fait, aux êtres vivants. Et ils avaient donné justement tous les dons aux animaux et aux autres êtres vivants, comme les griffes, enfin tout ce qu'on connaît, ils sont capables de se défendre grâce à leur morsure, et il ne restait plus rien pour les hommes. Donc Prométhée décide de voler le feu en fait, des dieux pour le donner aux hommes, ce qui a rendu les dieux furieux, parce que le feu en fait, permet justement ce qui engendre la technique, après l'intelligence, enfin tout ça. Hmm. Et Prométhée a ensuite créé les hommes à partir en fait, de limon et de terre pour façonner en fait, vraiment, là c'est notre corps. Et c'est ça qui me fascine beaucoup, en fait. C'est C'est justement. intéressant de les reprendre là, un à un, là, puis Ouais, sur chaque petit bout de phrase que tu dis, là, tu sais, on pense à comment ça se manifeste. Bon, dans le cinéma, on y reviendra un peu plus tard, mais dans la technique, dans notre réflexion, il y a du sens qui se cache là. C'est pas pour rien que ces mythes-là durent plus longtemps dans l'histoire que plusieurs séries télévisées là, qu'on écoute là, en une soirée. Là. Donc, ces mythes-là durent depuis des milliers d'années. Il y a du sens, là, beaucoup plus de sens, puis on revisite et revisite ces histoires-là, puis sans cesse, il y a du sens qui sort. Là. ouais, mais exactement. C'est qu'il y a toujours cette espèce de rapport-là. En plus, ça a des vérités essentielles, un peu dans le mythe. Je crois que c'est aussi pour ça un peu que ça perdure. C'est que c'est censé donner un aperçu de la création du monde, en fait, de quelque chose auquel on peut pas avoir accès autrement. Et donc, il y a vraiment ça, ce rapport-là avec les mythes, que dans la science-fiction, ça va plus être un rapport au futur, alors que là, c'est plutôt un rapport au passé, justement, Hum, c'est de voir comment, en fait, a été créé l'homme, dans quelles circonstances, tout ça. Et c'est justement, la vrai. science-fiction va opérer un espèce de changement, pas regarder dans le passé, mais regarder dans le futur, en fait, voir comment justement la recherche en intelligence artificielle permet de pouvoir croire dans un futur où il y aurait justement une intelligence artificielle forte, consciente. C'est Et ce intéressant sera. ce basculement-là. Là. Ouais, Les voilà, mythes c'est qui ça. s'inspirent c'est comme des histoires qu'on s'invente du passé, qui seraient à notre origine, alors que la science-fiction est plutôt dans le sens contraire. Là. On se projette dans le futur. Ça reste de la fiction. Là. C'est pas là, ça n'existe pas, mais justement, c'est une projection plutôt dans le futur que dans le passé. Là. Oui, exactement, en fait. C'est genre, mais il y a encore ce rapport-là à donner exactement comme l'imaginaire et le mythe. Et ensuite, la science-fiction, c'est donner du sens à quelque chose à laquelle qu'on peut pas expérimenter encore dans le présent, dans lequel Hum, on vit. Donc, on essaie d'expérimenter ça autrement et effectivement s'inventer des histoires pour
comme réfléchir à ces problèmes-là. Donc, comme l'origine du monde, l'origine de l'homme, ça, c'est des questions qui perdurent à travers le temps, Ben oui. évidemment. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, on essaie de savoir de quoi sera fait le futur et est-ce qu'effectivement, on sera capable de faire une machine suffisamment consciente d'elle-même pour être autonome. Bonne question. On y arrivera à Mhm. cette question. Dans ton mémoire, Vincent, tu explores justement l'idée que les avancées scientifiques, je vais essayer de la résumer. L'idée que les avancées scientifiques, donc les promesses scientifiques, bien avant de se réaliser, on ne les voit pas encore, mais ils sont là sous forme de promesses, mais ils vont se matérialiser d'une certaine façon. Donc, ils vont se matérialiser dans le cinéma, dans les scénarios peut-être qu'on peut écrire et qu'éventuellement on va réaliser. D'ailleurs, je vous invite à aller voir, si vous allez revoir le mémoire, là, la figure 1 dans le mémoire, là, une super belle figure, là, on voit en parallèle, super intéressant de voir ça. Là. En parallèle, on a les principales avancées en intelligence artificielle. Donc, la science évolue en intelligence artificielle, on voit ses principales avancées et on voit les principaux films en intelligence artificielle, ou du moins qui puisent dans l'intelligence artificielle. Donc, on les voit en parallèle. La science avance, le cinéma propose des films. Est-ce que je la résume bien? Peux-tu faire les nuances qui s'imposent? Là? Comment tu résumes ça, l'idée que les promesses scientifiques se matérialisent d'abord dans le cinéma? Est-ce que je le formule bien? Oui, mais excellent. C'est exactement, d'ailleurs, cette figure-là m'a donné beaucoup de mal à... ça m'a donné du mal à la réaliser, Ah, puisqu'il y les avait tout ça. figures, là, on n'a pas idée, on travaille fort. Puis justement, souvent à la fin, c'est super important, les figures, les schémas continus. Oui, effectivement, ça permet de donner vraiment une vraie visibilité. Effectivement, c'est ce dialogue-là, en fait, entre la recherche en intelligence artificielle et l'imaginaire. En fait, c'est comme si le cinéma, comme le mythe, en fait, avant lui, permettait de matérialiser, effectivement matérialiser, bon, entre guillemets, en fait, les formes de la promesse, parce que justement, elles n'ont pas d'actualité dans la réalité. C'est le moyen un peu par défaut, en fait, de justement pouvoir expérimenter ces réalités en devenir ou ces réalités du Hmm. passé. C'est par des médias, en fait. Donc, le mythe peut être, enfin, moi, je le considère comme une forme de médiation avec justement une autre réalité. Et le cinéma permet justement de, de modéliser et de donner forme à des réalités en devenir, comme je l'ai déjà dit. Et c'est un peu un moyen de prédilection, en fait, pour notre modernité, puisque, notamment avec les effets numériques, surtout aujourd'hui, en fait, où tout est dans le regard du spectateur, en fait, c'est dans ce qu'on arrive à lui Hmm. faire croire et dans tout le dispositif, justement, cinématographique, où on arrive à voir un petit peu ce qui se passe et on arrive vraiment à expérimenter, en fait, à avoir une expérience pas réelle. Après, ça, c'est Ben, discutable. presque concrète, hein, quand Oui, voir un exactement. film, on le vit, là, donc c'est Mhm. concret dans ce sens. Là. Il y a une histoire qui nous est racontée, mais on le vit par procuration, donc c'est pas loin c'est pas tout à fait le concret, mais c'est pas loin, là. Exactement. Et en fait, à défaut d'avoir une machine à remonter le temps ou aller dans le futur, c'est tout ce Ouais. qu'on a, en tout cas, pour Oui. expérimenter des promesses qu'on nous dit vraies, d'expérimenter des figures de l'ombre, en fait, de notre réalité, des figures de l'imaginaire. Et c'est le seul moyen de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de dialogue entre justement la recherche en IA et puis on voit que justement il y a ce dialogue qui perdure en fait pendant même les périodes d'hiver de l'IA. On voit que tout ça en fait se suit et que en fait les différents films qu'on verra sûrement plus tard vont reprendre en fait ces différentes technologies et même l'avancement de la recherche en intelligence artificielle vont être mobilisés en fait dans ces différents films. Et même souvent il va y avoir comme des chercheurs qui vont être mobilisés pour certains films. Il me semble que oui, pour 2001 en fait il y avait un chercheur, je sais Ben, c'est plus là Arthur son nom. C. Clarke qui avait été à l'époque mobilisé justement pour ce film-là. Donc, c'était lui le principal conseiller. Donc, il y avait une formation en sciences. Ben, justement, j'aimerais ça la tester, cette idée-là. Là. Donc, on va y aller peut-être de façon plus systématique, passer Mm. quelques films, puis justement essayer de mettre en parallèle les travaux qui se faisaient à l'époque en intelligence artificielle, puis voir comment ça se représente dans le cinéma, ou quels sont les mythes, les imaginaires là, qui se manifestent concrètement dans les films à l'époque. Le premier dans ton mémoire, on ne les passera pas toutes, là, mais j'en ai pris quelques fondateurs. Donc, le premier, Frankenstein. Donc, on est en 1931. Je l'ai pris en note, là, je ne sais pas ça par Ouais. cœur. 1931, lorsqu'on regarde l'histoire de la science à l'époque, on voit que 1930, il y a les premiers travaux là, sur les liens entre, je voyais ça j'enseigne plusieurs cours de sciences, là, mais en 1930, c'est les premiers travaux justement sur
les neurones biologiques et l'électricité. Là. L'idée qu'on fasse le lien entre... on a de l'électricité qui peut passer à travers notre corps. Donc, le neurone, là, on reviendra plus tard dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Là, ça devient assez important, je dirais, comme terme. Mais à l'époque, on a les neurones biologiques, l'électricité. Puis Frankenstein, 1931, c'est l'époque. C'est quoi justement les mythes et imaginaires qui sont représentés dans ce genre de film? Par exemple, Frankenstein, enfin, dans ma mémoire, je vois ça, ça joue un rôle très important, justement. C'est vraiment ce qui va vraiment faire le lien entre les mythes, en fait, de l'Antiquité, les mythes qu'on a pu voir, même du golem, et justement la modernité. Parce que vraiment, dans ce film, il y a les deux. Il y a comme il y a surtout la scène, en fait, je ne sais pas si tout le monde va s'en rappeler, mais au moment où Frankenstein, justement, monte au ciel pour justement être frappé par le Pour tonnerre attraper la foudre, oui. exactement, et qui prennent vie. En fait, il y a cette espèce de relais, en fait, puisque le docteur Frankenstein arrive effectivement avec des bouts de cadavres à rassembler un corps, et il arrive à détourner, en fait, comme la puissance divine, en fait. C'est qu'il arrive, en fait, à reprendre le pouvoir du divin. Canaliser même la puissance Exactement, divine. ouais, exactement, c'est ça, canaliser la puissance divine et à donner vie, en fait, à un corps qui était sans vie et qui était des bouts de cadavres. Donc là, il y a vraiment une espèce de passage de relais où on voit que Dieu intervient encore dans l'histoire, mais bientôt, en fait, l'humain va réussir, en fait, à se débrouiller tout seul et justement, avec l'électricité, à donner naissance à une créature qui lui est propre. Et là, Donc il va vraiment, crier là, avec le poing vers le ciel. He's ouais, ça, alive! He's He's alive! alive! Voilà, ça c'est mythique. Enfin, voilà, enfin mythique. Enfin, le mot n'est pas bien. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Oh, in the name of God. Now I know what it feels like to be God. Mais ça, c'est incroyable. Enfin, cette scène, c'est incroyable. Et vraiment, on voit vraiment cette espèce de passage de relais quoi, entre le mythe antique et même tout ce qu'il y a pu y avoir avant et ce qui va en fait, préfigurer en fait, notre modernité et l'intelligence artificielle. Puis en même temps, on voit là que, tu sais, que je faisais les liens là, avec la biologie, on commence à maîtriser, à faire les liens entre biologie, électricité, puis il ne suffirait que de maîtriser l'électricité pour créer la vie. Là. Donc, c'est un peu ça, en 1930, là, la prémisse peut-être qui est derrière. Là, on va créer à partir du contrôle de l'électricité qui, lui, est le relais de la force divine. Là. Oui, exactement. Enfin, je crois que ça s'appelle le mouvement Vitali, c'est ça, en science, où on se rend compte justement comment ça va, ouais, une réelle appréhension de comment le corps fonctionne, de comment on pourrait, là, on va peut-être lui redonner vie. En fait, il y a toutes ces promesses-là de la science toujours, hein, mais là, bon, on sent un petit peu l'intelligence artificielle, mais justement, On n'y est de, pas encore, là, mais ça c'est commence comme ça. ça. Là. C'est ça, parce que là, en plus, c'est encore une créature, parce qu'elle est encore faite de bouts de cadavre, c'est-à-dire c'est encore biologique, il y a encore quelque chose On a de besoin, vivant. on a besoin de quelque chose de vivant, entre guillemets. C'est Euh, ça. Alors oui. qu'après, on n'en aura plus besoin, parce qu'avec l'IA plus tard, là, ça va vraiment être c'est du métal. Là, ça va commencer à Ah être. oui, C'est ça, en fait. Là, ça va être complètement artificiel, alors qu'avant, il y avait encore comme une espèce un de mélange design. on C'est avait ça, une besoin espèce du de mélange design. des deux. C'est ça. Avant, c'était encore un design un peu divin. Et on retrouve encore un peu l'idée de la terre et de l'eau, enfin, du corps humain avec Frankenstein, que ensuite, enfin, ça va un peu bifurquer. Il y aura encore des créatures, un peu comme dans Blade Runner, parce que, encore une fois, c'est des créatures qui ont été créées, mais qui sont quand même organiques, alors qu'il va y avoir une autre embouchure où vraiment ça va être l'intelligence artificielle, où là, elle va être justement plutôt faite de métal, avec de l'électricité. Donc là, c'est un peu ce que je vois un petit peu à la fin de ma mémoire, c'est qu'il va y avoir ces deux embouchures-là, assez intéressantes, qui vont encore aujourd'hui, justement, on voit se côtoyer. Hmm. Écoute, on va continuer dans l'histoire des sciences pour voir si ça tient toujours avec les autres films. Donc, dans l'histoire. Puis là, je me fais plaisir là, parce que moi, je tripe sur le cinéma, là, donc on va Ouais, passer moi quelques aussi. films. Là, ça va me faire plaisir d'en parler. Mon garçon est en cinéma à Concordia. Ah, Puis, ouais. donc, je me sens assez à l'aise avec les deux. En tout cas, ça me passionne. Très bien, moi Les deux aussi. thèmes. Là, donc, allons-y. Donc, en sciences, en 1950. C'est l'article célèbre de Alan Turing avec son test de Turing. Donc, 1950, on va voir comment ça se manifeste dans le cinéma. 1956, on a la fameuse conférence de Dartmouth. C'est en 1956. Donc, la première fois qu'on se met à parler La révélation. d'intelligence artificielle. Donc, McCarthy. l'expression, c'est là.
Donc, c'est considéré comme, j'imagine, que le moment fondateur peut-être de l'intelligence artificielle, c'est 1956. Tiens, dans votre prochain trivia, là, si vous avez une date à retenir, 1956, c'est bon. À l'époque, la DARPA se met à investir massivement dans le domaine. On a les travaux de Minsky, c'est dans ces années-là. Donc, on est dans l'âge d'or de l'intelligence artificielle. On est en 1955 et 1975, je dirais. Et là, mon film préféré sort. J'étais content de le voir dans ton mémoire. Donc, 2001, Odyssée de l'espace. Donc, 2001 qui est sorti en 1968. Il ne faut pas se mélanger. Donc, 1968, c'est quoi les mythes, les imaginaires pour représenter l'intelligence artificielle? Comment ça se change, ça se modifie depuis Frankenstein jusqu'à 2001, c'est de l'espace? Qu'est-ce qui se modifie? On voit déjà, oui, dans le film, on passe déjà d'une espèce de créature. Donc, c'est vraiment pour moi biologique. Donc, la créature de Frankenstein qui fait avec des bouts de cadavres. Et là, on passe vraiment à une entité, c'est vraiment les prémices de l'intelligence artificielle. Parce que là, en fait, l'intelligence artificielle s'occupe de tout le vaisseau, en fait, dans 2001. Oui. Et c'est seulement un œil vitreux rouge qu'on reconnaît tous, cette espèce de menace. Le HAL 9000. Exactement, le HAL 9000. Et là, on voit vraiment du métal, on voit vraiment quelque chose qui va ressembler à ce qu'on connaîtra plus tard. Oui, une voix, un œil. Exactement. Puis le reste, on imagine que tout est fonction informatique. Là. Exactement, et même un corps en fait qui est présent et pas présent, parce qu'il est présent partout, parce qu'il occupe tout le vaisseau, mais en même temps, il n'y a pas une espèce de corporéité qui ressemblerait à l'humain, même une corporéité, il n'y a pas encore d'anthropomorphisme comme on pourra voir après. Donc là, il y a quelque chose de très ouvert encore, et on voit un très petit abstrait peu... aussi, on ne veut pas lui donner une forme, sinon une forme totale comme ça. Oui, exactement. Et après, ça fait encore plus menaçant, je trouve, parce que justement, il détient vraiment la vie... Oui, il nous tient dans ses mains. Oui, c'est ça, dans ses mains, si jamais il en avait, c'est exactement ça. On sent vraiment la menace, parce qu'il occupe tout le vaisseau, et on ne se rend pas compte exactement comment et à quel point. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. What's the problem? I think you know what the problem is just as well as I do. What are you talking about, Hal? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Et c'est incroyable. Et on voit en fait aussi les contradictions. On voit qu'il est obligé de suivre toute une démarche en fait assez logique. Donc on va se dire logique. Et justement, le moment où j'ai vu qu'il y avait une espèce de, pas un débat, mais genre différentes interprétations. Au moment où il bug, il va devenir malsain, un petit peu diabolique. C'est le moment où justement, il n'est pas capable de mentir et il y aurait comme un bug en fait dans son système où il y a un contre-ordre en fait. Et on voit que justement la démarche même logique en fait de Hal le fait débloquer en fait, c'est qu'il n'est pas capable justement de concilier un conflit de normes dans le fond. Là, il y a ça dans les robots d'Asimov, il y a souvent ça. Là, c'est-à-dire qu'un robot, il y a 3 lois, puis les lois, il y a de la difficulté à les faire concorder ensemble, ce qui fait souvent déraper les robots, puis les enquêteurs essayent de trouver pourquoi ils ont dérapé. Donc, HAL 9000, c'est bien de le rappeler, là, c'est parce qu'on lui a donné des normes, puis qu'à un moment donné, il n'est pas capable de résoudre avec ce système-là. Là. C'est ça, parce qu'il est censé en fait cacher quelque chose en fait aux astronautes. Mais justement, en même temps, il peut pas. Il y a une espèce de conflit en fait qu'il peut pas résoudre parce que justement, il n'a pas un discernement humain. Ça, bien sûr, on peut en parler, mais où il y a une démarche logique, une espèce de raison en fait, mais sans humanité, sans émotion. C'est vraiment une raison totale. C'est peut-être aussi ce conflit-là qui lui donne son humanité. Là. Le simple fait qu'il n'applique plus les règles à la lettre, qui sentent ce conflit-là. Tu sais, on parle d'être sentient. C'est peut-être ça qui le fait basculer. Là. Oui, c'est vrai, ouais. C'est peut-être finalement ça, en fait, qui lui donne toute son humanité et cette folie, en fait, où justement, là, après, il finit par obéir qu'à lui-même. Il essaie de se préserver, il essaie de préserver les autres, des comportements qui ressemblent plus à des comportements humains. Oui, exactement. Et puis, une forme, une autonomie, parce que justement, il ne suit plus, en fait, le programme qu'on a initié en lui, mais une forme de programme qui se donne à lui-même. Un programme maléfique, on peut... Ouais. En fait, il veut peut-être poursuivre la mission. En fait, c'est pas tout à fait dit, mais peut-être qu'il veut poursuivre la mission qu'on lui a donnée dès le départ, mais qui était cachée aux astronautes, ou peut-être que, Mais oui, c'est vraiment intéressant.
Écoute, je pourrais parler de ce film-là pendant des heures, mais on va poursuivre notre aventure IA et cinéma. Donc, en sciences, qu'est-ce qui se passe ensuite? On a notre première hiver en intelligence artificielle. Donc, on est entre 1974-80. J'ai des notes aussi, là. Les promesses ne sont pas tenues. Donc, on fait de grandes promesses. Là aussi, on projetait 20 ans en avant en disant on va avoir une intelligence artificielle générale dans 20 ans. Ben, ça ne tient pas. Le financement commence à s'effriter, à ralentir. Puis, c'est l'hiver. Donc, il fait froid, fait fret, hein, pas seulement au Québec. Là, en intelligence artificielle, il commence à faire froid aussi. Et au cinéma, ben, on a Blade Runner. Donc, on est en 1982, inspiré justement du roman de Philip K. Dick, qui a aussi écrit les robots, mais qui va écrire un roman qui s'appelle Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Donc, ça, c'est notre roman préféré ici à IA Café. Et ben justement, qu'est-ce qui se passe avec les mythes, les imaginaires, les représentations dans ce film? Ça prend quelle forme? Bah, c'est ça, avec Blade Runner, en fait, il se passe quelque chose de. Bah, justement, quand je parlais des créatures encore avant, c'est qu'effectivement, là, il y a une production, c'est-à-dire que les Blade Runner, ils sont produits par les humains, mais c'est une production biologique, c'est-à-dire on ne sait pas dans quelle mesure, en fait, exactement, ils sont biologiques, ils ne le sont pas, mais quand même, on voit qu'ils sont essentiellement biologiques. Et donc là, c'est là où je fais une différence, c'est qu'on parle plus de créatures dans ce cas-là, parce qu'on revient un petit peu justement à Frankenstein, au golem, à tous ces mythes-là, parce qu'on poursuit une espèce de calque de l'humain, en fait. Là, il n'y a plus ce côté machinique, de fait de métal, d'électricité, comme on peut voir par exemple avec L9000. Et là, il y a une espèce d'embouchure en fait, qui prend plutôt le pari de parler de créatures. Et là, on discerne quasiment plus. Je pense que c'est ça le défi aussi de Blade Runner, c'est qu'on a de la difficulté à identifier s'il s'agit d'un humain ou s'il s'agit d'une intelligence artificielle. Son apparence est humanoïde puis elle est confondante, même pour lui, je dirais. Oui, exactement, parce que c'est par la pupille en fait que on voit et les tests qui peuvent durer des heures. En fait, on essaye de les différencier, mais effectivement, comme ça, en fait, juste à l'œil nu, on voit aucune différence. Et on voit que c'est même les humains en fait qui réduisent en fait leur temps de vie, alors qu'ils pourraient être immortels et même éventuellement, Blade Runner 2049 après, il traite ce sujet-là un petit peu autrement, mais même dépasser l'humain. Et je pense que c'est un peu la crainte de l'humain créateur, c'est justement en faisant ça d'essayer de limiter leur durée de vie. C'est justement cette espèce de dépassement qui viendrait d'une créature qu'ils ont eux-mêmes engendrée. Et c'est ça, c'est très intéressant. Et qui les dépasse en force, en intelligence. Ouais, exactement, tout ça. Donc... J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. J'ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l'ombre de la porte de Tannhauser. Tous ces moments se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Il est temps de mourir. Dans Blade Runner, il se passe quelque chose. Et justement, c'est un peu pendant le moment de l'hiver, en fait, où justement, il y a une espèce où il y a cette créature-là, en fait, qui va pas à contresens, mais qui accompagne vraiment l'intelligence artificielle forte. Et là, c'est plus cette créature organique qu'on va essayer de mettre en scène au cinéma. Peut-être, effectivement, à cause de cette déception. Mais c'est très intéressant. Blade Runner, en fait, justement, je le traite à la fin, Blade Runner et Blade Runner 2049, parce que c'est dans mon corpus de films, c'était un petit peu ce qui dénotait, en fait, parce que eux, justement, sont biologiques, alors que les autres créatures, pardon, je ne vais pas me perdre dans mes termes, mais les intelligences artificielles, elles étaient faites de métal, enfin, c'était pas du tout, justement, le même genre d'engendrement. Est plus incarné au sens C'est propre. ça, ouais, exactement. Très bien, on poursuit notre histoire d'intelligence artificielle, le cinéma. Donc, en sciences, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben, on a
Tiens, ça nous fait réviser aussi notre histoire Ouais, moi d'intelligence aussi. artificielle. Donc, on a un nouveau boom de l'intelligence artificielle. On est en 1980-90. Donc, la naissance des premiers systèmes experts, euh, donc qu'on appelle intelligence artificielle, qu'on appelle souvent encore, même maintenant, encore des systèmes experts intelligence artificielle. Et l'argent est de retour. Ça aussi, c'est important pour suivre l'histoire de l'intelligence artificielle, voir où et à quel moment l'argent est de retour. Puis, en 1982, on a les travaux de John Hopfield sur les réseaux neuronaux. Donc, les neurones, là, ils reviennent en puissance ici, là. Il y a les ordinateurs personnels qui deviennent de plus en plus puissants chez Apple, IBM. Les réseaux neuronaux, donc, qui sont utilisés, entre autres, on a les premières applications de reconnaissance optique visuelle, reconnaissance vocale. Puis, un second hiver, 1987-93, petit hiver, et le financement se retire. En fait, c'est plus un automne, je dirais, là, c'est plus la bulle spéculative, c'est ce qu'on voit là dans l'histoire aussi de l'intelligence artificielle. Quand on l'observe, il y a des bulles spéculatives, puis à un moment donné, il y a un réajustement de la bulle en question. Donc, il y a un enthousiasme débordant, puis à un moment donné, ça déborde, puis on se réajuste. Donc, plus un automne qu'un hiver. Et dans ces années, au cinéma, qu'est-ce qui se passe dans les salles? C'est le Terminator 2. Dyson écouta le Terminator lui exposer les faits. Skynet, le jugement dernier, l'histoire à venir. Ce n'est pas tous les jours qu'on se retrouve responsable de 3 milliards de morts. Terminator 2. Donc, Sylvain Modger, notre collaborateur, va sûrement aimer qu'on parle un peu de Skynet puis de ces sbires robotiques à l'accent australien. Hein? Donc, comment ça se manifeste dans Terminator? C'est quoi les mythes? Comment les imaginaires, ça ressemble à quoi? Bah là, c'est ça. Bah là, avec Terminator, l'intelligence artificielle a un corps métallique, mais avec une espèce de surcouche humaine, en fait, une espèce d'imitation Juste en de peau humaine. surface, par contre. Hein, Exactement. Dès qu'on commence à enlever un petit peu, on voit que là, c'est plus tout à fait la même chose. Et on voit aussi l'esprit d'intelligence artificielle est ouvert sur le monde. Et on voit aussi, moi, ce que j'aime depuis tout petit, c'est le regard, en fait, le regard qu'on voit, le regard du Terminator quand on est à travers ses yeux. Il y a toute une espèce on voit des commandes un petit peu futuristes, on voit tout un truc, on voit un petit peu la manière de voir, entre guillemets, du Terminator. Et on voit bien qu'il y a toujours en fait ce côté un petit peu logique aussi. Et il y a aussi ce côté sans émotion, enfin, qu'on retrouve, on retrouvait déjà chez Hal et qui posera problème en fait dans la recherche aussi d'intelligence artificielle. C'est bien sûr l'ouverture sur le monde, parce qu'avec Hal, il y avait plutôt tendance à rester ancré sur sa programmation, alors que là, il y a une espèce d'ouverture sur l'environnement, en fait, cette espèce de boucle de rétroaction qu'on retrouve dans la cybernétique et qu'on retrouve aussi dans la recherche sur l'intelligence artificielle, où là, il va y avoir vraiment, et on voit comment cette boucle de rétroaction fonctionne à travers le regard du Terminator. Et quand il analyse le poids des... Oui, en verre, là, avec des Exactement. écrans. Oui, ça, c'est génial. Et il y a vraiment ce rapport-là. On voit que là, l'IA, en fait, a évolué et puis même a changé un petit peu de modèle. On voit qu'il y a une nouvelle compréhension, en fait, de l'intelligence artificielle qui se met en place et qui impacte, en fait, le film lui-même, en fait. On voit que c'est plus du tout le même rapport, en fait, avec l'environnement dans lequel il s'inscrit, la manière dont les humains vont interagir. Bon, effectivement, il est... dans Terminator 1 et des méchants, on voit que dans le 2, justement, il y a toutes ces... Enfin voilà, il essaie d'apprendre d'avoir des émotions, à sourire. En fait, on voit qu'il y a une sorte d'apprentissage où il essaie de devenir plus humain. Et il y a un moment aussi où on voit justement la pièce dans Terminator 2, on voit la pièce en fait qu'il avait laissée derrière lui dans Terminator 1, et on voit que ça ressemble beaucoup justement à un réseau de neurones. En fait, on commence à avoir une espèce de truc avec des boucles, en fait, avec différents carrés qui sont reliés. En fait, on voit quelque chose qui commence à ressembler à ça. Vrai. Et on voit que justement, toutes ces recherches-là, même les différences dans ces recherches-là, apparaissent justement dans Terminator 2, même de Terminator 1, qui est plutôt sur les systèmes experts, à Terminator 2, qui va justement comme contrebalancer Terminator 1, avec justement ce bout de métal qui ressemble plus à des réseaux de neurones, puisque c'est un peu la nouvelle tendance, entre guillemets, en recherche en IA. Et moi, c'est ce qui m'avait... parce que je n'ai pas traité Terminator 1 directement, mais j'avais parlé de cette différence-là, où justement, il y a une espèce de retournement d'un coup, où genre, oh là là, ça a changé dans la recherche. Attendez, on va plutôt mettre des réseaux de neurones pour coller avec l'actualité. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que Terminator 2...
Dans Et bien, parce que Terminator t'as 2 d'émotion aussi, il y a j'ajouterais peut-être l'idée de Skynet, là, qui est l'espèce de forme plus éthérée et menaçante et englobante. Donc, on a vraiment une intelligence artificielle forte, 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 là, qui domine tout, y compris ses propres machines, y compris le passé, le futur. Là, on voit que l'intelligence artificielle, elle prend du poids et elle est aussi de plus en plus menaçante. Du moins, la menace est encore plus prégnante, je dirais, quand on ajoute Skynet à tout ça. Là. Ouais, c'est vrai, c'est limite un peu la conscience en fait des machines Terminator en fait, parce que Mhm. là on n'est pas encore dans des machines totalement autonomes, parce qu'effectivement ce serait un peu les corps en fait, les multiples corps en fait de Skynet en fait, alors que Skynet serait plutôt une forme de conscience, enfin en tout cas elle a un dessin, enfin elle a un Mhm. but, et effectivement eux seraient que des corps multiples et de l'incarnation de Skynet en fait, donc ça, c'est Mhm. dont justement arrive à, arrive à se dépêtrer en fait le Terminator de Terminator 2, mais parce que ils arrivent à enlever la machine et à reprogrammer en fait le Terminator et à lui donner une conscience propre. C'est encore c'est discutable, mais en tout cas changer son but. Passionnant de voir ça. J'allais imiter Arnold Schwarzenegger, mais je vais laisser tomber pour J'aurais celle-là. bien. Donc, dans l'histoire de la science, si on la poursuit, donc, nouvelle reprise de l'intelligence artificielle, nouvelle ascension. On est dans 1997. Il y a Deep Blue, justement, qui devient le premier système informatique à battre là, un champion d'échecs. Là. Rappelez-vous, Kasparov contre Deep Blue. Pour ceux qui sont des fans d'échecs et d'intelligence artificielle, il y a deux mondes là, qui se rencontrent, qui sont le fun à voir. Et au cinéma, qu'est-ce qu'on voit apparaître? C'est le film AI. C'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille. Son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes et les machines. Je suis un petit garçon. Tu es un vrai petit garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un. Là, on est dedans. Là. Donc, il n'y a pas de cachette ici. Là, on parle d'intelligence artificielle. Ça s'appelle Intelligence artificielle. Donc, le scénario, je sais que Kubrick avait été impliqué là-dedans. Une réalisation de Steven Spielberg, ça aide à faire mousser un film aussi. À quoi ça ressemble, les manifestations, les imaginaires dans ce film Intelligence artificielle? Rappelez-vous, là, c'est un petit garçon, là, l'histoire, là, un petit garçon qui est acheté par une famille. Rappelle-moi là, les principales prémices de ce film-là. Là. Oui, c'est ça en fait, c'est une famille qui ont un petit garçon en fait qui est dans le coma. Enfin, qui est dans le coma, en tout cas qui est endormi, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec lui. Et donc, pour faire comme un peu une éponge émotionnelle pour la famille, il y a une entreprise qui met en place des intelligences artificielles enfants qui seraient capables de remplacer cette espèce de vide émotionnel, un petit peu, enfin, d'essayer de remplacer en fait cette incarnation humaine. Et puis, forcément, l'enfant se réveille et l'intelligence artificielle, on se demande si elle doit rester dans la famille ou pas. Enfin, les parents se demandent comment on peut faire en fait pour continuer à construire notre famille. Et en fait, l'intelligence artificielle va être rejetée par sa mère, sauf qu'il a été imprégné. En fait, il y a un moment, il y a un rituel d'imprégnation en fait, qui passe par une suite de mots. Cette intelligence-là se sent comme l'enfant, se met à la place de l'enfant, donc elle se sent rejetée. Oui, exactement. Et c'est ça, exactement. Elle est imprégnée émotionnellement à la mère et au père, et là, elles sont vraiment rejetées. Et elle ne comprend pas pourquoi, et c'est toute une quête, en fait, presque identitaire, en fait, pour comprendre sa nature et comprendre pourquoi elle est là. Enfin, un espèce de cheminement humain, en fait, de comprendre c'est quoi ma place, pourquoi est-ce qu'on m'a créé. Enfin, c'est tout ça. Et puis, il y a ce truc de la fée bleue, en fait, comme avec Pinocchio. Oui, c'est vrai, c'était très inspiré de Pinocchio. Ouais, il y a beaucoup, il y a encore, c'est ça, c'est très inspiré de Pinocchio. Pinocchio, c'en est un mythe classique, là, justement. Exactement, mais c'est vrai que je ne l'ai pas traité. Enfin, je fais une toute petite allusion, mais effectivement, Pinocchio, c'est aussi un mythe classique revisité, genre à partir de là-bas. L'humain qui invente une. Ça fait longtemps que je ne connais pas mes classiques de Pinocchio, mais justement, on invente une petite marionnette, on lui insuffle la vie. Je ne me rappelle pas comment s'appelait-il. Geppetto?
Geppetto. 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 Ça, Il va Disney, sortir ça- au cinéma bientôt là, avec Tom Hanks. Là, on va aller Ah, voir exact, ça. c'est vrai, live action. Mais c'est ça, et ouais, mais c'est ça, et c'est la fée bleue qui lui donne la vie. Il y a un peu, voilà, lui il va rechercher la fée bleue pour se rendre compte finalement que il a été produit, en fait. C'est une industrie, il y a un moment, il voit plein de doubles de lui, en fait, dans des espèces de pochettes, comme on le vendrait, en fait. Et là, il a une espèce de déconnexion, enfin, une espèce de crise existentielle, en fait, qu'on pourrait pas comprendre, en fait, parce que robotique, mais très humaine, en fait, parce qu'on sent que vraiment, émotionnellement, il est imprégné. Et en fait, il y a une espèce il se suicide, en fait, mais sans pouvoir mourir, en fait. C'est justement très symbolique, parce qu'il jette dans le vide et dans la mer, alors que, il est immortel. Et il va être recueilli à la fin par une forme d'intelligence supérieure alien, ou on ne sait pas, c'est justement une évolution des robots ou des aliens. Moi, enfin, je pense que c'est des robots. Il va être recueilli par des robots, en fait, des millénaires plus tard, enfin, Ah pardon, des oui, centaines c'est d'années plus vrai. tard, et après, enfin, voilà. Et Mais de plus en plus dans les films, on se place à la place de l'intelligence ouais, artificielle. C'est de la compassion tranquillement exactement. de pleines menaces où on tente de les éliminer tranquillement. Il y a de la compassion, on se met à la place de l'intelligence artificielle. On souhaite qu'ils se mettent à notre place, puis on se met à leur place. Ouais, mais exactement, il y a une forme d'identification. Justement, ce qui manquait, on se rend compte après, justement, dans la recherche en IA, l'importance de l'émotion, en fait, dans l'humain. Quand on veut créer une conscience, il n'y a pas que la raison, donc ce qu'il pouvait y avoir avant, un petit peu dans les anciennes intelligences artificielles, et qui pouvait permettre aussi de construire un scénario menaçant, par exemple avec HAL 9000 ou Terminator. Mhm. Mais il y a aussi tout ce rôle de l'émotion qui fait partie entièrement de l'humain et qui le rend même intéressant, en fait, parce que c'est ce qui permet de le rendre imprévisible, enfin de le rendre beaucoup de choses et de vraiment vivre avec son environnement, qu'on va retrouver exactement à partir des années 2000, effectivement, avec tous ces travaux-là qui vont vraiment parler du rôle de l'émotion et qui vont accompagner la recherche en IA. Alors qu'avec Terminator, justement, un système expert, c'était plutôt un système spécialisé dans certaines tâches, mais justement comme Deep Blue, en fait, qui a battu Kasparov, mais qui est spécialisé, en fait, dans cette Ouais, qui est tâche-là juste bon aux échecs. Là. Exactement. Ouais. Si on me demande de préparer Ça le thé ou ressemble à quelque chose, certains de il va mes avoir du amis. mal. Ils sont juste bons aux échecs. Mais On peut retrouver ça aussi chez les humains, mais c'est ça, mais qui n'est pas général, en fait. On cherche une intelligence plus générale dont l'émotion fait partie, en fait. On se rend compte que dans une intelligence générale où vraiment, si on se dirige vers la conscience, les émotions sont primordiales et effectivement, il va y avoir cette identification, ce retournement où l'intelligence artificielle ne sera plus menaçante, mais hmm. une autre forme, en fait, de vie, ouais, enfin, une autre forme de conscience, une autre forme de rapport, en fait, à l'environnement, en tout cas. Donc, intelligence artificielle, c'était de Spielberg. Puis on poursuit dans notre histoire. Ben là, on est quasiment rendu, là, c'est-à-dire 2005, il y a les premiers robots là, de Stanford sur la conduite autonome. Donc ça, c'est les premières réalisations. Il y a le système Watson, c'est à lui que je pensais là, avec le champion de Jeopardy. Donc je me pensais bien bon, mais pas mal moins bon que le système de Watson. Puis on se met à craindre, puis ça vient là. C'est-à-dire qu'au début, on se plaignait que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, puis tranquillement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Là. C'est-à-dire qu'on se dit que les ordinateurs sont de plus en plus puissants. La puissance, c'est la loi de Moore là, qui dit que la puissance des ordinateurs double à tous les 2 ans. Puis tranquillement, c'est plus ça. Là. On craint que cette puissance informatique fasse sauter le verrou, là, puis qu'on se retrouve avec une perte de contrôle. Ça revient souvent dans le discours sur la technologie, là, la peur de la perte de contrôle. Puis au cinéma, ce qu'on voit, c'est d'autres types de films. Et là, on est dans, là, j'imagine que vous avez vu ces films-là. Là, c'est pas besoin d'un compte Criterion là, pour voir ces films-là. Là. Donc, il y a Her de Spike Jonze. On est en 2013, 2015, Ex Machina de Garland. Tu crois qu'on peut me débrancher parce que je ne fonctionne pas aussi bien que prévu? Ava, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à ta question. Ça ne dépend pas de moi. Pourquoi ça dépend de quelqu'un? Tu as des gens qui te font passer des tests et qui peuvent te débrancher, toi? Non, pas du tout. Pourquoi j'en ai? Il y a le Blade Runner 2049, donc ça sort en 2017. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, comme ils le disent aux États-Unis, donc Denis Villeneuve. Puis, donc, un nouveau buzz en IA, les films en IA avec l'IA se multiplient. Puis, dans les imaginaires, est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec les anciens imaginaires? Est-ce que les nouveaux films puisent dans de nouveaux imaginaires? Effectivement, après ça, une fois qu'on a intégré un petit peu l'émotion aux intelligences artificielles,
on va avoir peur de leur autonomie, en fait, parce qu'on se dit, OK, là, la conscience, peut-être qu'on peut avoir une conscience complète. En tout cas, dans l'imaginaire, on va commencer à progresser là-dedans. Et là, ça va être l'explosion des réseaux de neurones. On va comprendre qu'il y a peut-être quelque chose à creuser dans la recherche en intelligence artificielle. Mhm. Et ça va vraiment renouveler, parce qu'il y a aussi des recherches en neurosciences, enfin, qui accompagnent bien sûr la recherche en intelligence artificielle, donc la prise en compte, comme j'ai déjà dit, de l'émotion, et justement cette crainte de l'autonomie, en fait, même qui pourrait arriver dès maintenant, même si ça ne prend pas de forme humaine comme on le voit en fait dans l'imaginaire. Avec Heur, on voit ça, qui n'a pas de corporéité, en fait, mais qui peut prendre une autonomie à travers son mode d'existence, en fait, à travers son mode d'existence numérique, informatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de corps, en fait, qui peut être juste un pur esprit. Oui. Qui pourrait, et c'est ça, et qui pourrait réfléchir beaucoup plus vite, parce que là, voilà, en fait, le corps humain, biologique, devient limité, en fait. C'est une espèce de, Günther Anders, dire la honte prométhéenne, c'est justement de voir que la technique, en fait, a la possibilité, en fait, d'évoluer et d'être bien plus forte que nous, en fait, parce qu'elle n'est pas bloquée, justement, par son corps qui est biologique, et qu'elle, en fait, peut toujours s'améliorer, elle peut même améliorer sa corporité et son esprit, et penser autrement, en fait. Par exemple, dans Heur, son esprit, il est en même temps partout et elle arrive à lire un livre en 30 secondes. Elle arrive à parler à des auteurs morts, justement, en réussissant à les programmer, en fait, à programmer leur esprit à travers leurs travaux. Et on voit qu'ils arrivent même à ressusciter des morts et à discuter avec eux. Enfin, on voit que c'est toute une nouvelle réalité, en fait. Ils arrivent c'est une nouvelle façon de vivre, c'est un nouveau vivant, en fait. C'est un nouveau. Et là, il y a vraiment un renversement. Ça devient une honte, en fait, d'être humain et plutôt quelque chose de très positif d'être une intelligence artificielle, parce que c'est un autre rapport au monde, un autre rapport à la vie, honte une d'être autre humain. conscience. C'est comme ça que tu le. À la fin, ouais, c'est comme ça. Tu l'identifies dans les films, le problème de la corporalité. Dans Earth, surtout, ouais. Idéalement, l'intelligence devrait se détacher du corps. C'est ce genre de concept-là qui est. Dans Heur, pas mal, ouais. Surtout dans Heur, après dans Ex Machina, ça va être un petit peu autrement, mais dans Heur, c'est vraiment ça, parce que même elle le dit à plusieurs reprises. Au début, elle a honte, elle, justement, de ne pas avoir de corps. Elle dit, oui, je ne sais pas comment me placer. Et puis à un moment, justement, elle intègre un corps humain dans sa relation avec Oui, c'est Seo. vrai. Et après, elle se rend compte qu'en fait, c'est génial en fait, de ne pas avoir de corps, parce qu'elle peut être partout à la fois, elle peut parler. C'est pour ça qu'à la fin, en fait, ils s'en vont, en fait, les intelligences artificielles. On ne sait pas où ils vont, mais ils s'en vont, parce qu'en fait, les humains, ils sont trop limités, en fait. Donc, ils reprennent un petit peu leur autonomie et ils vont vivre autre part, parce que c'est même plus le même rapport, en fait, à la réalité, à la connaissance. C'est plus du tout une même conscience, en fait. C'est une conscience qui dépasse celle de l'humain et que l'humain ne peut même pas imaginer, en fait. Et je pense que c'est ces parts-là, en fait, un petit peu qui grandit de plus en plus aujourd'hui. C'est justement une autonomie de la conscience, en fait, de l'intelligence artificielle qui serait mais tellement autre qu'on ne pourrait même plus la comprendre. En fait, cette idée de boîte noire, les idées de boîte noire de l'intelligence artificielle, même aujourd'hui, on ne comprend pas exactement toujours ce qui se passe, en fait, comme dans les calculs même de l'intelligence, dans les algorithmes. C'est vrai qu'on est là-dedans en ce moment. Là. C'est quoi qui se passe? On appelle exactement ça la boîte noire, là, entre le résultat produit par une intelligence artificielle, comment elle arrive à ce résultat-là, on ne le sait pas. On appelle ça la boîte noire, puis on est dans cette crainte-là ou dans ce mystère-là. Là. Qu'est-ce qui se passe si on ne comprend pas ce qui se passe? Est-ce que le danger est supérieur? Ce genre de questions-là. Oui, exactement, parce que là, ça serait parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est un autre mode d'existence, en fait? Est-ce que nous, on a un mode d'existence qui est par rapport à nos perceptions, notre corps, la façon dont notre esprit fonctionne, notre cerveau, notre évolution? Et est-ce que, justement, l'intelligence artificielle est capable d'être consciente, mais pas comme nous, ou peut-être qu'elle l'est déjà, mais pas comme nous, en fait? Donc, il y a une nouvelle réflexion, en fait, sur la conscience, et même, on voit avec les autres humains, enfin, les animaux, le vivant, enfin, il y a aussi toute cette réflexion. Je pense que c'est englobé dans toute cette réflexion-là, c'est qu'il y a d'autres modes d'existence, d'autres rapports au monde. Et peut-être que l'intelligence artificielle, justement, avec cette boîte noire, on n'arrive même plus à savoir exactement. Pas juste se mettre à la place de l'autre. Dans les films précédents, c'est ça. Essayer de se mettre à la place de l'autre. Mais là, c'est le constat qu'on ne sera jamais capable de se mettre à la place de cet autre-là parce que c'est quelque chose d'autre. On ne peut pas se mettre à sa place. Puis il faut accepter que cette intelligence artificielle-là puisse peut-être nous dépasser, à être conscient autrement. C'est ça, maintenant. C'est ça, c'est un peu les nouvelles réflexions, mais là, ça pousse, là, ça devient. Là, on rentre vraiment dans des. C'est très, très métaphysique, vraiment. Enfin, il y a quelque chose. On est dans les métaphysiques, ça fait plusieurs minutes qu'on est, qu'on est dans la métaphysique, mais c'est intéressant de voir. On a décollé. Mais c'est ça, parce que là, c'est vraiment un peu les nouvelles questions qui se posent. C'est parce qu'on a toujours essayé de construire l'IA par rapport à l'humain, c'est-à-dire comment il fonctionne, donc toujours ce rapport un petit peu avec les neurosciences.
Mais là, peut-être qu'en fait, on est en train de construire quelque chose qui va être indépendant de nous. En fait, peut-être que ça va être quelque chose d'autre. Et je pense que c'est peut-être cette crainte-là, en fait, et cette réalisation aussi que on n'est pas unique et qu'on n'est pas la seule forme de conscience. Avec notre conscience, il peut y avoir d'autres consciences, en fait, et d'autres rapports au monde. Et peut-être que ça, c'est une nouvelle peur, en fait, qui s'inscrit maintenant. Vraiment intéressant. On voit ces films-là, là, mais ça parle toujours d'intelligence artificielle, mais la façon dont on parle d'intelligence artificielle et les différentes manifestations, c'est intéressant de voir comment que ça évolue. Entre 2001, Odyssée de l'espace, ou entre Frankenstein, 2001, Odyssée de l'espace, puis les films modernes, notre compréhension, la façon qu'on perçoit l'intelligence artificielle a vraiment progressé. Écoute, Vincent, on va peut-être une dernière question en conclusion. Là, justement, dans ces différents films, on voit l'émergence de l'intelligence forte, là, on le dit, donc sentiente, la singularité, c'est des termes là, qu'on utilise. Donc, la naissance d'une intelligence artificielle qui pense, qui se reproduit, qui souffre, qui menace l'humanité. Donc, on la voit. Là. Puis, les conclusions de ton analyse, de ta réflexion, bon, c'est pas des conclusions prédictives, là, donc tu nous annonces pas que ça va se passer. Là, ça va se passer, heureusement. En fait, on est bien loin techniquement de réaliser tout ça. En fait, la question de la singularité, ça fait pas mal plus triper les philosophes et les sociologues comme nous que les gens qui travaillent en intelligence artificielle, mais il reste que cette menace d'une intelligence artificielle forte, ça parle de nos craintes. Hein? Les mythes, c'est ça. Ça parle de nos craintes, de nos idéaux, de nos ambitions. Ça parle de ce que nous sommes. Puis justement, qu'est-ce que ça dit de nous, Vincent, c'est cette peur ces craintes, ces ambitions? Qu'est-ce que ça dit de nous, tous ces films là, qui nous préviennent qu'une intelligence forte va bientôt naître et peut-être nous menacer? Qu'est-ce que ça dit de nous, tout ça? Là? Mm-hmm. Bonne chance avec ça. Vous avez 1 heure. Oui, j'ai l'impression que c'est, je sais pas, une espèce de constatation qu'on n'est peut-être pas unique, mais c'est presque comme si ça renversait en fait le rôle du mythe, en fait, parce que le rôle du mythe qui avait pour but à l'origine justement de raconter les origines de la naissance de l'homme, peut-être que c'est comme si c'était l'humain en fait qui prenait conscience qu'il n'est pas unique et qui racontait comme la naissance d'une nouvelle en fait espèce. En fait, c'est très bizarre. C'est que là, justement, surtout avec Blade Runner 2049, c'est comme une espèce, c'est l'inverse en fait de l'Immaculée Conception. En fait, c'est justement ils sont pas censés capables de se reproduire et pourtant ils l'ont quand même fait. Il y a une espèce de, c'est un peu christique en fait à la fin de Blade Runner 2049. Peut-être inverser un petit peu de la religion catholique, et il y a vraiment cette espèce de choses comme si en fait c'était des nouveaux mythes que nous on raconte pour en fait les intelligences artificielles. Enfin moi c'est un petit peu bien sûr tout ça reste un peu comment dire symbolique hein, tout ce que je dis, mais il y a un truc un peu comme ça, comme si on prenait conscience qu'on n'est pas unique et peut-être qu'on est remplaçable en fait, et que peut-être qu'en fait on est juste là par hasard, et enfin il y a les nouveaux mythes, en fait, ce qui est en train de prendre on va voir, hein, parce que j'ai très hâte de voir ce que nous promet la suite de l'imaginaire en intelligence artificielle, mais j'ai l'impression qu'il y a une réalisation, en fait, il y a quelque chose effectivement, parce qu'on se raconte toujours à travers les mythes, c'est genre peut-être que l'humain, en fait, les gars, on est peut-être que de la chair, et peut-être qu'on est destiné aussi à disparaître, et peut-être qu'à la place, il y aura d'autres choses. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas non plus, mais il y a vraiment beaucoup de stock, beaucoup à penser, beaucoup à réfléchir. Je vais réécouter ces films et je vais retenter. Je pense qu'il y a bien des liens à tisser avec l'histoire d'intelligence artificielle. C'était passionnant d'avoir cette discussion avec toi. Donc, en philo, ça fait le maître et possesseur de la nature, là, le rêve de Descartes, là, on dirait qu'il est encore là, dans ce genre de réflexion. Donc, beaucoup à revoir, Vincent. Merci de nous avoir proposé cette réflexion. Avec un très grand plaisir. Merci à toi. C'est toujours un plaisir de parler de ce genre de questions. C'est génial. Quelle belle aventure, Vincent. Donc, cinéma, science-fiction, histoire de l'intelligence artificielle. Notre invité aujourd'hui était Vincent Clément. Le mémoire de Vincent dont nous avons discuté aujourd'hui, publié en 2021, intitulé Intelligence. Allez lire ça, super bien écrit encore, Vincent. Merci beaucoup. Intelligence artificielle, du mythe de la créature artificielle à son actualisation contemporaine.
Et à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle, merci de nous écouter. C'est tout pour cet épisode de d'IA Café. Merci de nous accompagner au cœur de notre enquête sur les enjeux éthiques et sociétaux associés à l'intelligence artificielle. On se revoit au prochain épisode et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.